Donc, on va procéder à la troisième présentation qui va être faite par Simon Carrier. Simon, il est étudiant au doctorat en génie mécanique, en génie électrique. Et il va nous parler de comment est-ce qu'on peut corriger la turbulence pour prendre des photos de l'univers. Salut tout le monde, moi c'est Simon. Je vais vous présenter aujourd'hui c'est quoi l'optique adaptative, mais avant ça, je vais vous mettre un peu en situation. Vous sortez le soir, vous en allez vers votre auto, vous regardez le ciel, il y a des étoiles, ça fait beau. Il danse un peu, ça scintille. Puis si vous êtes un astronome, à ce point-ci, vous commencez à sentir une douce et profonde haine. Ce scintillement-là, c'est vraiment gossant pour les astronomes parce que ça vient rendre toutes les étoiles puis les astres flous. Puis ça, c'est causé par l'atmosphère, l'air de l'atmosphère qui est dans le chemin, qui vient turbuler la lumière qui vient des étoiles. On appelle ça la turbulence atmosphérique. Il y a plusieurs solutions à ce problème-là, dont une populaire qu'on voit souvent dans les médias, c'est d'envoyer un télescope dans l'espace. Fait qu'il n'y a pas d'atmosphère dans le chemin. Fait que le fameux télescope Hubble ou le plus récent JWST, James Webb Space Telescope. Et le problème est réglé. Fait que merci d'avoir assisté à ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Tu as un point, puis la réponse est un peu plus compliquée que ça. Si on regarde juste la taille du télescope, la taille, c'est important. Le Hubble, il est 2,4 mètres, le JWST, 6,5 mètres. Mais on peut aller plus gros que ça. Surtout sur Terre. On n'a pas cette limitation-là de devoir envoyer ça dans l'espace. Le Very Large Telescope, parce que les astronomes sont originaux dans leur nom, il est 8,2 mètres. Puis à peu près, il a été envoyé à peu près en même temps que Hubble. Fait que, puis un en construction, c'est l'Extremely Large Telescope. Je parlais d'originalité, là. Il est en construction, puis lui, il va être 39 mètres. Mais pourquoi exactement qu'on veut des gros télescopes? C'est une question de résolution. Plus le télescope est grand, plus on est capable d'aller chercher des détails. On est capable de distinguer un objet d'un autre. Fait quoi? Pour un petit télescope, on penserait que ça serait un objet, mais avec un gros télescope, on se réalise que ces deux objets étaient vraiment proches l'un de l'autre. Maintenant, la taille, c'est important, mais il faut savoir l'utiliser. Le télescope, je parle, bien sûr. Fait que le VLT qui est sur Terre, lui, il souffre de cette turbulence atmosphérique-là. Puis le ELT, il va l'être éventuellement. Mais sans l'optique adaptative, ces deux télescopes-là sont équivalents à un télescope de 30 cm de large. L'atmosphère vient tellement déranger la lumière qui vient des étoiles que notre résolution en souffre. On n'est pas capable de distinguer deux étoiles proches l'une de l'autre à cause de cet effet-là. Maintenant, un petit quiz. Ça, c'est la vue d'un objet céleste qui n'a pas d'optique adaptative telle que vue de la Terre. Est-ce que quelqu'un peut deviner c'est quoi? C'est une planète. C'est Neptune! Fait que si on pointait Hubble vers Neptune, on aurait une image pas mal plus belle. Pas d'atmosphère dans le chemin. Mais quand on a un plus gros télescope, et on est sur Terre, le Very Large Telescope, on est capable d'avoir encore plus de détails à cause du grand miroir qu'on a accès. Puis on est capable d'aller chercher des détails comme les nuages sur Neptune, etc. Fait qu'on veut des gros télescopes, puis mais le défi, c'est l'optique adaptative, comment corriger cette turbulence atmosphérique-là. L'optique adaptative, c'est trois grands éléments qui travaillent en harmonie l'une de l'autre. Ça sonne compliqué, vous allez voir, pour ceux qui portent des lunettes, c'est la même chose que d'aller voir l'optométriste. Fait que ceux qui portent des lunettes, je vous montre cette image-là, puis vous avez un peu de PTSD, là, parce que pour ceux qui ne sont pas familiers, l'optométriste va mettre qu'est-ce qu'on appelle un réfracteur devant les yeux, puis il va osciller entre lentille A ou B. Puis A, c'est lequel qui est plus net. Puis là, tu es frustré après toi-même parce que tu ne sais même pas c'est lequel qui a l'air mieux.
Mais au fond, l'analyseur de surface d'onde, le premier élément de l'optique adaptative, c'est ça qu'il fait. Il vient déterminer c'est quoi la turbulence, c'est quoi la forme de la lumière qui vient de l'étoile. Puis c'est vraiment quand là, on va à l'optométriste puis on détermine, c'est-tu de la myopie qu'on a, de l'astigmatisme, c'est exactement la même chose que l'analyseur de surface d'onde il vient déterminer. On a X myopie, Y astigmatisme, puis il vient prendre en note tous ces éléments-là pour la suite des choses. Le miroir déformable, c'est un peu dans le nom, c'est un miroir qui peut changer de forme. Lui, c'est la lunette dans l'analogie. Il vient corriger la lumière qui vient de l'étoile parfaitement pour venir remettre la lumière qui a été dispersée par l'atmosphère au bon endroit. Fait qu'on vient le mettre de la forme exactement opposée de la forme de la lumière qui apparaît du ciel. Et finalement, le troisième élément, la boucle de contrôle, c'est l'optométriste qui vient prendre l'information de l'analyseur, au fond le réfracteur, va faire une prescription et ensuite fabriquer la lunette qui est notre miroir déformable. Fait que comment ça marche ensemble, tout ça? Oh. Ah, voilà. On a une étoile. Elle passe à travers les nuages, l'atmosphère. Elle vient toute turbulée, elle devient toute pas belle. Elle passe à travers sur le miroir déformable. Le miroir déformable, lui, il a une certaine forme quelconque. Au début, il est flat, mais il va changer de forme bientôt. Il va réfléchir la lumière sur un miroir semi-réfléchissant et l'envoyer vers l'analyseur. L'analyseur va déterminer, OK, il y a X nombre de défocus, X nombre d'astigmatisme. L'optométriste va prendre cette prescription-là et l'envoyer au miroir déformable pour appliquer la correction à faire. Fait que maintenant, quand on laisse la lumière passer, la moitié de la lumière passer à travers le miroir semi-réfléchissant, on a une caméra scientifique, puis elle va voir l'étoile parfaite comme elle était originalement, avant l'atmosphère. Et tout ce cycle-là, ça va se faire à peu près à 1 kHz, soit 1000 fois par seconde. C'est ça qu'il faut parce que l'atmosphère dans le ciel, elle change à ce rythme-là. Fait que ça, c'est une étoile telle que vue par un miroir d'à peu près 1 mètre, 1,2 mètres. Fait qu'on peut voir elle danse un peu de droite à gauche. Le cœur central, il ne reste pas super stable. Mais dès qu'on enclenche l'optique adaptative, il vient central. Il y a encore des petites aberrations, ça c'est normal, c'est causé par l'optique locale ou le télescope lui-même, mais c'est beaucoup plus centré et on peut voir nettement toujours le cœur de l'étoile. C'est comme ça là, il corrige à peu près 1000 fois par seconde. Fait que l'optique, on parle de la technologie du futur, c'était le thème d'aujourd'hui. Je vous ai montré que ça fonctionne aujourd'hui. Maintenant, c'est quoi le futur? Le futur, c'est de pouvoir faire des images d'exoplanètes. Ça, c'est le fameux grand défi du siècle moderne, c'est de pouvoir imaginer une étoile, une planète comme la Terre, mais sur une autre étoile. Puis pour arriver à cette fin-là, il faut de l'optique adaptative de la fine pointe absolue. Je vous laisse sur l'image je vous ai parlé tantôt du Extremely Large Telescope, le télescope extrême, et qui est en construction au Chili. Puis ça, c'est l'état actuel de où est-ce qu'il est rendu. Ça va être de loin le plus gros télescope jamais construit. Merci de votre attention. Merci, Simon. OK, c'est bon. Yeah, on l'a eu. Donc, est-ce qu'il y avait des questions pour Simon? Je vois déjà quelqu'un au micro à l'arrière. Tu as décrit une solution à un problème d'optique qui est, alors, si j'ai bien compris, c'est une solution comme analogique. C'est-à-dire que c'est changer la forme de la lentille pour rendre l'image nette. Mais on n'a pas l'impression qu'il y a plus de lumière ou plus de données qui est recueillie. Fait que, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire juste cette même reconstruction-là de façon digitale avec l'image floue?
OK. C'est une excellente question. Puis il y a tout un domaine de recherche qui est concentré exactement à répondre à cette question-là. On appelle ça en anglais, c'est PSF Reconstruction, là, mais c'est reconstruire digitalement l'étoile juste par l'information de qu'est-ce que le réfracteur voit, l'analyseur de surface d'onde. Le problème, c'est qu'il y a tellement peu de lumière qui vient du ciel que faire cette reconstruction-là, tu as juste un petit peu de bruit dans ta mesure, et voilà, ça ne marche plus, la reconstruction. Tu as une reconstruction qui ne fait plus de sens. Fait que c'est vraiment ça. Quand je séparais la lumière entre la caméra scientifique et l'analyseur de front d'onde, on veut maximiser la lumière qui va vers la caméra et minimiser la lumière qu'on a besoin pour faire la reconstruction. Fait que comme on a tellement peu de lumière, on ne peut pas faire, du moins pour l'instant, 100% digital. Merci. On va essayer. Mais justement, je demandais juste, comme il y avait le voir, il y avait pas un problème de perte d'intensité, mais donc, on avait déjà répondu à la question. Est-ce qu'il y avait... oui? Dans un miroir de 39 mètres de diamètre, j'imagine qu'il y a une tonne de petits miroirs qui sont chacun actionnés. Et c'est combien de petits miroirs, combien d'actionneurs qui sont concernés? Est-ce que tu peux répéter la question? Oui. Dans le Extremely Large Telescope, celui qui était de 39 mètres de large, il y a combien de miroirs dedans puis combien d'actionnaires pour contrôler ces petits miroirs-là? À mes souvenirs, il y a à peu près 700 miroirs hexagonales. Le nombre d'actuateurs, je ne suis pas au courant, mais c'est 3 axes chacun, minimum. Fait que... Rapide, c'est dans le fond, si l'objectif c'est de... si l'objectif c'est de voir des exoplanètes, c'est à quelle taille de télescope, mettons, qui serait dans l'espace, là, pour avoir cette résolution angulaire-là, c'est quelle taille qu'on voudrait, mettons, même si on était directement dans l'espace? C'est cet objectif futur-là dont tu parles, mettons. C'est une super bonne question. La réponse est un peu vague dans le sens que ça dépend quel genre d'exoplanète qu'on veut imaginer. Si c'est une planète style Jupiter très chaude, puis est un peu plus loin de son étoile, il y a des télescopes modernes qui sont capables de faire ce genre d'imagerie-là aujourd'hui. Maintenant, si on veut faire des images comme la Terre, là, de planètes comme la Terre, à peu près de la même distance que nous, on est du Soleil, c'est des télescopes de 40 mètres, 30 mètres qu'il va falloir pour aller chercher cette différence-là, cette résolution-là angulaire. Fait que c'est pour ça que la prochaine classe de télescope, ils veulent que ça soit 30 mètres et plus. On a le temps pour au moins une autre question. Oui, fait que la question, c'était mécaniquement, comment est-ce que le miroir déformable, il vient changer sa forme? Il y a plusieurs technologies, mais ils se résument tous à le même problème. C'est qu'il y a un actuateur, souvent c'est un moteur, un petit piezo ou un actuateur magnétique qui vient ajuster un film très flexible, super réfléchissant à la surface. Fait que un actuateur, tu peux t'imaginer, influence ses voisins à côté, mais c'est tout on laisse les manufacturiers s'occuper de ça, puis nous, on met la forme qu'on veut. Merci.